bonjour et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je remercie infiniment Brigitte Demier d'avoir accepté notre invitation qui se passe dans le cadre de nos animations sur le multilinguisme. Grand merci à Karine qui nous accompagne aujourd'hui dans cette belle matinée où nous avons envie de mettre la langue des signes, la littérature sourde, la culture sourde à l'honneur. Je commencerai, Brigitte, si tu le souhaites, si tu le veux bien, par te poser cette question, te demander comment la rencontre avec la langue des signes s'est faite pour toi. Comme très souvent, voilà, des histoires personnelles. Donc moi, je suis à l'origine, je suis musicienne, j'ai une formation musicale. Et puis à l'âge de 35 ans, j'ai commencé à faire de l'audition. Voilà. Je suis très malentendante. Et donc ça m'a amenée à rencontrer des personnes sourdes et à découvrir la langue des signes, que je connaissais comme tout le monde, mais pas plus que ça. Et à prendre conscience d'une chose que, alors là, en général, on ne fait pas, c'est de la difficulté des personnes sourdes à avoir accès au français écrit. On comprend bien le français oral, que ce soit compliqué, mais on imagine que justement, ils vont compenser par l'écrit, et pas du tout, parce que il y a en France, alors c'est, et pas seulement en France d'ailleurs, mais historiquement, on ne va pas remonter, mais un défaut d'apprentissage pour les enfants sourds, et donc les personnes sourdes en général, par rapport à l'écrit. Et ce qui fait que dans les années 90, par exemple, il n'y a pas eu de statistiques faites depuis, donc on ne sait pas trop où on en est aujourd'hui, mais dans les années 90, il y avait entre 70 et 80% de personnes sourdes illettrées. J'ai pas compris, pardon. En les années 90 il y avait entre 70 et 80% de personnes sourdes illettrées. C'est énorme. C'est énorme. Ça a évolué, heureusement, mais ça reste très compliqué. Moi, je fais beaucoup d'interventions en milieu scolaire, et entre autres dans des lycées qui accueillent des jeunes sourds. Ça m'arrive de rencontrer des enfants, encore aujourd'hui, des jeunes qui n'ont pas de langue. C'est-à-dire que on ne leur a pas appris la langue des signes, et leur difficulté d'accès au français est tellement importante qu'ils ne maîtrisent pas non plus le français. Voilà. Ça évolue, mais ça évolue très très longtemps. Donc voilà, j'ai pris conscience de ça, et du coup j'ai eu envie de partager ce qui pour moi était ma deuxième activité d'expression, c'était l'écriture depuis toujours. Et donc quand j'ai perdu l'audition, j'ai arrêté la musique, je suis passée à l'écriture, et voilà, j'ai eu envie de partager ça. J'ai rencontré des interprètes en langue des signes à Montpellier, j'habitais Montpellier à l'époque, et on a monté un projet qui était de traduction de la poésie contemporaine en langue des signes. Et puis à l'époque, moi je ne connaissais rien à la langue des signes, je me suis formée. Et puis j'ai découvert aussi qu'il existe une littérature en langue des signes, une poésie en langue des signes. Et donc du coup le travail s'est fait dans les deux sens, de la littérature française vers la langue des signes, de la littérature en langue des signes vers le français. Et en 2011, on a monté un groupe de recherche avec mon association qui s'appelle Art Résonance, un groupe de recherche donc avec en partenariat avec un laboratoire de l'INRS, un laboratoire de linguistique. Et donc depuis 2011, on travaille sur cette question de la traduction littéraire et principalement poétique de et vers les langues des signes. Voilà. Peut-être que je vais m'arrêter là, sinon je vais épuiser toute la question d'un coup. Tout va bien. On en vient à
à cette création de groupe de recherche, le labo. Nous sommes dans ces questions de traduction. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer tout de suite cette magnifique revue, la Gazette poétique et sociale, qui a été publiée en 2020 aux éditions Pleine Page, qui est un magnifique témoignage de l'engagement de Brigitte en faveur des littératures sourdes et des questions de traduction. C'est une revue avec une richesse iconographique et documentaire incroyable qui permet vraiment de comprendre l'aller-retour entre la langue des signes et la langue française. Je vous engage tous vraiment à la lire, à l'emprunter, c'est extraordinaire. Mais je viens tout de suite à cette question. On parle de langue des signes et de langue française. La langue des signes, elle a une syntaxe particulière. C'est vrai que c'est une langue visuelle, gestuelle, c'est même une pensée visuelle. Une pensée visuelle, une pensée du monde visuelle. Je m'explique, on ne signe pas, pour un entendant par exemple, un entendant ne signera pas dans l'ordre d'une phrase en français oral. Il y a des différences, il y a des importances. J'aimerais te demander, Brigitte, tout d'abord, comment se présente-t-on en langue des signes? Alors, évidemment, il y a ce qu'on appelle... voilà que le nom m'échappe, ça va mal. Un alphabet d'adactylologie. Donc, un alphabet avec lequel on peut épeler tous les noms propres, et même d'autres choses si on a besoin. Mais ça serait un peu compliqué quand on parle d'une personne à chaque fois d'épeler son nom. Et donc, en langue des, on se donne des noms en langue des signes, des non-signes, alors qui soit on les choisit soi-même, mais c'est rare. En général, c'est plutôt comme n'importe quel prénom, les parents ou l'environnement qui choisissent. Ça fonctionne un petit peu comme les noms indiens, en fait. C'est souvent amérindien. C'est souvent comme une particularité physique ou un trait de caractère. Ou, voilà. Et moi, au départ, les personnes sourdes avec lesquelles je travaillais m'avaient surnommé Livre. Ils m'avaient appelé Livre. Parce que justement, aimer les livres, c'était quelque chose de tellement spécifique pour eux que juste m'appeler Livre, ça suffisait. Après, il se trouve qu'il y a eu la publication des Mains fertiles, dont on parlera tout à l'heure, et donc il parlait du livre de Brigitte, c'était compliqué. Et donc, du coup, un ami sourd a inventé ce signe qui est le livre qui vole. Voilà. Et ça, c'est une chose qui est spécifique aussi, c'est que au cours d'une vie, le signe peut changer, le non-signe peut évoluer. Par exemple, il y a plein de gamins qui s'appellent quand ils sont, enfin plein. Il y a des gamins qui s'appellent quand ils sont petits, boutonnés. C'est sûr qu'arrivé à l'âge adulte, voilà. J'ai répondu à ta question. Tu as parfaitement répondu à ma question. Je voulais qu'on comprenne bien, pour les personnes qui ne sont pas familières avec cette langue, de cette grande spécificité et de ce caractère très iconique, très très important. C'est-à-dire que nous entrons dans une pensée particulière, très visuelle et gestuelle, où le corps est en jeu. Ça également, c'est important. En langue des signes, bien sûr, nos mains sont importantes, la configuration de nos mains est importante. Les expressions de notre visage sont également importantes pour faire comprendre les intentions. La position du corps l'est aussi, pour les repères dans le temps. Tu voulais réagir? Oui, je disais, c'est pour ça que Karine n'a pas de masque, à cause des expressions du visage qui sont extrêmement importantes, qui font partie de la langue.
Merci pour cette précision. Donc tu nous parlais, Brigitte, de ton travail en faveur des traductions du français vers la langue des signes. J'aimerais que l'on puisse approcher tout de suite un ouvrage que tu as dirigé. C'est une anthologie qui est parue en 2015 aux éditions Bruno Doucet. Il s'agit d'une anthologie de poèmes, Les mains fertiles. Dans cette anthologie, nous découvrons 50 poèmes d'auteurs, à la fois des poètes sourds et des poètes entendants. Cette anthologie est accompagnée également d'un DVD pour que nous puissions à la fois profiter de la richesse de la création. Et je vous propose tout de suite un exemple, une très belle illustration. Je vais peut-être me décaler pour que vous puissiez voir, si vous le permettez, un petit peu. Nous commençons par un poème d'un des très grands animateurs de la littérature, de la création, de la culture sourde, Levent Bescardès. Le poème s'intitule V et nous vous le proposons tout de suite sous vos yeux. Brigitte, je te propose de nous expliquer. Alors, donc pour l'instant, cette première diffusion, c'est sans le son, donc sans la traduction en français, pour que vous soyez immergés dans la langue des signes. Ce poème est représentatif d'un courant de la poésie en langue des signes, parce qu'il y a des courants de poésie, il y a des formes de poésie spécifiques à la langue des signes. Et cette forme-là, c'est une forme qui part de ce qu'on appelle une configuration. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une forme de main qui est permanente dans le poème. Je ne sais pas si vous avez remarqué laquelle. C'est, voilà, le V. Et Levent a construit tout son poème autour de cette configuration, avec laquelle on peut dire regarder, danser, se regarder, dessiner. Et donc, le poème est basé là-dessus. Quand on en a fait la traduction, on s'est posé la question de comment rendre ça en français. Je ne sais pas si la solution qu'on a trouvée est bonne, mais en tout cas, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on allait essayer de trouver, nous aussi, une façon d'intégrer, alors là, sur le plan sonore, cette répétition du V. Et ça a donné lieu à invention de mots, en fait,
alors je ne sais plus la page, évidemment. Ah bah, voilà, c'est bon. 65. Et donc, la traduction en français, ça donne ça. Je te vois, danse vibrer devant mes yeux. Et vacille le pinceau qui virographe sur la feuille vide. Je te vois, danse flou au vif accéléré, et s'affole le pinceau qui vite virevolte, volte-vire. Je te vois, valse langouvereuse, va et vient douce volant sur la feuille. Je te vois, Vénus évanescence, sur ma feuille, belle vue de la vie. Tu me donnes ta beauté, vie à vie, vague volante de nos regards croisés. Donc on peut peut-être regarder une deuxième fois, avec cette fois la traduction française, donc avec le son. V. Je te vois, danse vibrer devant mes yeux, et valsille le pinceau qui virographe sur la feuille vide. Je te vois, danse floue au vif accéléré, et s'affole le pinceau qui vite virevolte, volte-vire. Je te vois, valse langouvereuse, va-et-vient, douce volant sur la feuille. Je te vois, Vénus évanée danse, sur ma feuille, belle vue de la vie. Tu me donnes ta beauté, vie à vie, vague volante de nos regards croisés. J'ai une question. La traduction orale, donc là elle est en français, elle pourrait être pour des personnes de la même origine que l'auteur dans la langue. Il est franco-turc. Franco-turc. Par exemple, en turc, ça pourrait être traduit oralement en turc, mais est-ce que pour les gens sourds, les signes ont la même signification d'une langue à l'autre? Quelles sont les différences? Alors, si j'ai bien compris votre question... Est-ce qu'il y a une langue des signes internationale ou une langue des signes différente selon les pays? Alors, évidemment que n'importe quel poème en langue des signes peut être traduit en n'importe quelle langue, comme n'importe quel poème en n'importe quelle langue peut être traduit en n'importe quelle langue, sachant de toute façon que la poésie est intraduisible. On a mis ça de côté, on essaye de traduire, et puis on fait ce qu'on peut. Mais après, la langue des signes n'est pas du tout une langue universelle, c'est une langue. Donc elle naît dans un groupe d'humains, dans un lieu géographique, dans une culture, et donc il y a une multiplicité de langues des signes dans le monde. Il y a des familles de langues des signes, comme il y a des familles dans les langues orales, et ce qui est à noter, c'est qu'elles ne se recoupent pas. Elles ne sont pas les mêmes familles entre les langues des signes et les langues orales. Et donc voilà, c'est une langue, donc elle a toutes les caractéristiques d'une langue. Il n'y a aucune raison qu'elle soit spécifiquement internationale. Alors, il y a un travail qui se fait, mais qui est un peu comme le travail qui s'est fait à une époque sur l'espéranto, c'est de créer une langue des signes internationale. Mais c'est créer une langue des signes de façon totalement artificielle, en fait. Donc ça suppose, par exemple pour quelqu'un de sourd, quand il va le voir, ça va, s'il n'y a que signé dans une langue étrangère, on ne va pas comprendre. Donc il faudra qu'un traducteur de langue des signes retraduise en langue des signes, puisqu'ils n'ont pas accès à l'oral. Il faudra que vous traduisiez par signe la traduction française. Alors, en fait, on travaille là-dessus aussi dans le cadre du labo et dans des festivals dans lesquels on intervient, où sont
invité aussi des poètes sourds étrangers, c'est-à-dire la traduction poétique d'une langue des signes à une autre langue des signes. C'est une chose qu'on fait. Après, le côté très fortement iconique de la langue fait qu'il y a des choses qu'on capte quand même, mais il y a plein de faux amis, il y a plein de choses qui sont très très différentes d'une langue des signes à une autre, donc évidemment il y a nécessité de retraduire. Et donc chaque langue, dans chacun des pays du monde, est codifiée. Sans langue des signes, les Anglais ont codifié une langue, les Français en ont codifié une, etc. C'est pas codifié? Non. C'est une langue? Oui, bien sûr. Donc c'est pas un code. Le français est codifié en soi. Je parle le français, je ne parle pas le même français que les Canadiens, etc. En France, on parle une certaine langue. Il y a eu une espèce de, d'évolution de la langue qui fait qu'elle existe en tant que telle. Est-ce que c'est la même chose en ce qui concerne la langue des signes? Bien sûr. Et d'ailleurs, quand je parlais de famille de langue, la langue des signes québécoise n'est pas de la même famille de langue que la langue des signes française, qui est de la même famille. Alors que la langue des signes des États-Unis est de la même famille de langue que la langue des signes française, pour des raisons historiques. Je vous propose de continuer l'exploration de cette belle anthologie par un autre extrait d'une poétesse sourde, Jenny Batilly. Et nous allons vous présenter sur le même mode, le visuel d'abord, et nous viendrons ensuite au son poème intitulé « Cris de rue ». Que vous avez perçu du poème de Jenny Boo. Il a noté que Jenny Boo est slameuse, donc elle fait un travail qui cherche en langue des signes à trouver cette énergie qu'on trouve dans le slam. Et c'est pour ça aussi que je ne vais pas vous faire la lecture du poème, parce que moi je ne suis pas slameuse et que donc quand on a travaillé sur les mains fertiles, on a cherché à faire lire le poème par une slameuse. Donc Katia Bouchoueva, qui est une poétesse qui crée elle en français et qui est de la région, je ne sais pas où elle est, je crois qu'elle est à Lyon. Voilà, donc on va le revisionner avec le son cette fois.
Et puis après, on entendra un petit peu. Cri, la voix du ventre, les mains qui signent. Rue, la rue est droite. Au milieu des voitures, les rétroviseurs. Mes yeux manœuvrent, cernés par des immeubles, la foule. Tout autour de moi. Un obstacle surgit, piéton qui manifeste, les passants me bousculent, envie de crier, le gaz des pots d'échappement, pots qui crient. Il n'y a plus de parfum de nature. Regarde mes yeux. Picotement tout autour, cri au cœur de ma rétine, cri mord mes épaules et me mange. Petit cri sous la peau. La révolte gronde, un cri expulsé par la bouche perdue, absence de numéro à l'entrée des immeubles, la lumière des réverbères s'étue. Mes yeux tourmentés au déchaînement fatigant, reflet de mon cri dans le miroir, la rue se fait ruelle, étroite. Méfiance et panique rythment mes pas. La nuit marche à grande vitesse. Oppression de l'ombre, mon cri sommeille et s'étrangle. Éruption solaire, tempête d'un cri qui explose. C'est un poème que personnellement j'aime vraiment beaucoup. On avait bien perçu, en tout cas, sans le son, sans la voix, on avait bien perçu l'énergie, enfin, ça évoquait le bruit, bien qu'on n'entendait pas forcément, ça évoquait le bruit quand même, le bruit et le fait que ce soit trop autour d'elle. Alors, il y a plusieurs choses à dire par rapport à ce poème. La première, c'est que ce n'est pas un poème que nous avons traduit. Djenebou crée dans les deux langues. Et, bon, je ne sais pas si vous avez pu le repérer comme ça, c'est un peu fin, mais le texte français ne correspond pas exactement au poème en langue des signes. Il y a des choses qui sont vraiment correspondent complètement, et puis d'autres choses qui s'écartent. Ça, c'est le choix de la poétesse d'avoir exprimé dans chacune de ces langues voilà, ce qui lui paraissait le plus juste dans la langue. C'est pas forcément du collé au niveau de la traduction. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est vrai la plupart du temps comme ça en traduction poétique. Et une deuxième chose que je voulais vous faire remarquer, c'est une spécificité de la langue des signes. À un moment, Djenebou dit « cri sous la peau » et elle ne va pas dire « cri sous la peau ». Elle fait ça. C'est la peau, c'est vraiment le cri qui sort de la peau. Et ça, c'est vraiment une spécificité de la poésie en langue des signes, c'est de la langue des signes en général, mais plus précisément de la poésie, de pouvoir mettre en image, sans faire la phrase telle qu'on va l'entendre en français, ou même telle qu'on aurait pu peut-être l'exprimer en langue des signes. Alors bon, là ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle du français signé, c'est vraiment coller la langue des signes à la syntaxe du français, mais même en langue des signes, il y a d'autres façons d'exprimer un cri sous la peau. Mais là, vraiment, c'est dans le poème, dans la danse, je pourrais dire, dans la chorégraphie
de la poésie en langue des signes, trouver ce qui va le mieux exprimer cette image. Voilà. On parlait tout à l'heure effectivement du corps. J'en viens tout de suite à un pan de ton travail. Qui dit corps dit sensibilité. Nous avons eu un énorme coup de cœur pour ton recueil État de la neige, publié aux éditions Color Gang en 2011. Donc je t'ai proposé de choisir des poèmes et tu as accepté de les signer pour nous. Pour le dire, je n'ai pas envie de trop en dire sur ce recueil. Il se découvre page à page. Il est pétri de sensibilité, de sensations que l'on ressent véritablement. C'est un ensemble à la fois d'images fortes. Nous allons traverser les saisons dans ces états de la neige. Hiver, printemps. Le premier, c'était Hiver, printemps, été, automne et un retour d'hiver, comme un cycle, peut-être un recommencement, différents portraits d'un état ou d'état amoureux, peut-être. J'aimerais, si tu le souhaites, Brigitte, que nous commencions par le poème 8. Alors, je prends en dessin, et puis ensuite on garde cette même configuration d'abord la langue des signes, ensuite le français. Il a neigé encore, tu dors, rien ne nous attend. La maison et toute cette blancheur respirent de ton sommeil. Je réagis, si tu veux bien, à ton texte. Aussi, il m'a semblé voir des mouvements, peut-être de la neige, une idée de couleur, peut-être de blancheur, Oui. et une très belle articulation entre cet autre, ce dormeur, qui s'endort comme ceci, et sa respiration. Pourrais-tu revenir en signe sur ton chant, sur ton choix de traduction que tu as fait? Alors, d'abord, je voudrais préciser une chose, c'est que ce recueil, il a été traduit il y a déjà un petit moment, on avait fait un spectacle, et que je ne l'ai pas traduit toute seule, je l'ai traduit en collaboration avec une interprète qui s'appelle Marie Lamotte, et avec laquelle nous avions créé ce spectacle. Et donc, les choix sont des choix communs. Et alors, bon, la neige. La neige qui tombe, parce que il y a la neige qui tombe et il y a la neige qui est par terre sur laquelle on marche. Donc la neige qui tombe et la neige qui tombe depuis un moment puisqu'il a neigé encore. Donc là on est dans le passé, voilà, et ça continue, ça avance dans le temps.
Ensuite, ce dormeur qu'on place à un endroit dont on ne sait pas qui il est. D'ailleurs, on ne précise pas si c'est un homme, une femme. Voilà, c'est juste une personne qui dort. Donc, dormeur, dormeuse. Et cet environnement autour, donc, qui est blanc. Voilà, tout autour, blanc. Pareil, rien ne nous attend. Donc, attendre, c'est ça. On a inventé un peu ce signe de faire attendre comme si c'était autre chose autour qui attendait, mais en fait, rien. Voilà. Et donc, la respiration du dormeur, donc la respiration, normalement, c'est ça. Et là, c'est le dormeur qui respire et qui vient faire respirer la maison. Je me permets peut-être de revenir sur ce signe pour expliquer peut-être son historique. La couleur blanche, le blanc, nous, c'est important, nous le signons du coup vers l'extérieur. Et c'est vrai que ce signe a une histoire. Peut-être veux-tu préciser? En fait, les signes ont une étymologie, comme les mots en langue. Et le signe qui désigne la couleur blanche remonte à cette époque où il y avait l'habillement comportait des collerettes blanches. Voilà. Donc, voilà, le blanc. Il y a des choses, par exemple, qui sont assez rigolotes. Par exemple, en français, on dit retraite comme ça, c'est un R qui va... Il y a tout un nombre de signes qui est vacances, je ne sais plus, voilà, c'est bon, cette idée d'un temps, on ne fait rien. Voilà. En langue des signes espagnole, on dit retraite comme ça. Parce que quand un torero prend sa retraite, il se coupe les cheveux. Nous avançons dans ce recueil, pas à pas, dans la neige. Nous sommes toujours en hiver. Nous arrivons au poème 23, page 21. Page 21. Ce qui s'ouvre sous la glace, juste recouvert d'un peu de neige, on n'en sait rien. Peut-être un autre choix, nous avons du temps devant nous. L'envie était immense de pouvoir vous faire partager tout le recueil, mais nous avons fait une sélection du poème 33, page 26. Alors, j'ai choisi celui-là parce que c'est un autre aspect du livre, on n'est plus... Parce que ce livre est un récit aussi. Et donc, on n'est plus tout à fait dans la neige, mais quand même...
une lettre pour toi. Tu ne m'en dis rien. Ce lien, cela vient... Excusez-moi. Une lettre pour toi. Tu ne m'en dis rien. Cela vient se poser sur d'autres silences plus anciens. Parfois, on balaye. Et On le avait dit- 124. Ah, on laisse le 47 et tout ça. Peut-être c'est une question de temps, je sais pas. 47, je pense. Je sais pas, c'est Ouais, c'est toi qui 47. l'avais... 47, oui. Oui. Pour ta traduction. Comment? Pour ta traduction. C'est bon. Oui, 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 oui. Alors, quand je te regarde signer, pardon, je voudrais dire juste une chose. Il y a à la fois toute la délicatesse que l'on ressent à la lecture et toute cette sérénité que l'on ressent en te regardant signer. C'est ce que je voulais dire en préambule avant de te laisser la parole pour lire ce Merci. poème. Voilà que j'ai un trou. Laisser la neige se poser. Un flocon sur ta main. Juste voir cela. Pour moi, on parlait tout à l'heure de sensation, de sensibilité. On est dans une forme brève, une forme courte, qui peut ressembler parfois à ces formes brèves poétiques qui nous viennent d'Asie, les haïkus. Il y a un petit peu de ça, mais pas seulement. Il y a quoi? Il y a un peu de ressemblance avec les haïkus, mais pas uniquement. Je voulais te poser cette question sur ton écriture, ta création poétique. Est-ce que depuis que tu signes, tu as le sentiment que ton écriture a changé, s'est modifiée? En fait, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Quand on utilise plusieurs langues, je pense qu'elles s'interpénètrent, elles se mélangent et que forcément elles s'influencent. C'est pas conscient en fait. Donc je saurais pas dire. Je pense qu'il y a des moments oui et d'autres non. C'est sûr qu'il y a des moments où j'ai tendance à penser en langue des signes, et donc là, forcément, ça va influencer. D'autres moments, pas du tout. Voilà. À ce propos, je sais pas du tout combien de temps il nous reste. Encore 20 minutes. Oui. Mais, alors, je sais pas, parce que j'aurais aimé parler du travail sur les autres langues, mais peut-être qu'on peut encore, qu'on a le temps encore de faire un ou deux poèmes, comme ils sont très courts, ou dis-moi, où on voit la Moi, fois. j'aurais grand plaisir. Sandrine ferait bien tout le recueil en fait. Oui, oui. Mais, le 124.
Pardon, j'ai oublié un morceau. Je recommence. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose, je recommence. Je redis, je le traduis. Je dessine avec un bâton sur une des dernières plaques de neige. Tu photographies mon dessin, mêlé à de petites traces d'oiseaux. J'ai fait le dernier. Bon. Tout ce que j'aime bien, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien particulièrement celui-là. Faisons ça, faisons ça. Tu as posé sur la table une petite pierre blanche et douce comme la neige ou un morceau de nuage. Tu dis, si on la touche, elle t'évade. Merci beaucoup Brigitte pour ces poèmes offerts. Il y a dans ton travail également, c'est ce dont tu voulais nous parler, tu as apporté deux autres recueils Voilà. pour justement compléter sur le travail de traduction et l'aller-retour entre les langues. Je te laisse nous présenter l'un puis l'autre. Alors, c'est un travail que... Ah non. Deux types de travaux particuliers. Un travail que je mène depuis plusieurs années au lycée Récamier à Lyon, avec une classe d'élèves allophones. Donc des élèves qui sont dans cette classe pour se mettre à niveau en français. Et donc je travaille avec le professeur de français langue étrangère et sur la création poétique multilingue. L'idée c'est qu'on mélange toutes nos langues en fait et on fait des allers-retours. Et comme moi, une de mes langues c'est la langue des signes, du coup la langue des signes est aussi présente dans ma classe, ce que les jeunes adorent en général. Et on s'est aperçu au fil des années que c'était une langue qui nous aidait beaucoup dans le travail de traduction. Parce que son aspect iconique fait que parfois, quand on coince sur quelque chose, le passage par la langue des signes débloque en fait, ou ce qui est très très drôle aussi, parfois les jeunes, alors je commence chaque séance au lycée en lisant un poème, je choisis des poèmes de poètes étrangers qui sont des poètes des pays d'où viennent les élèves. Et donc moi je lis en français, je traduis en langue des signes et je demande à un locuteur de la langue d'origine du poème de le lire dans cette langue. Et c'est arrivé que le jeune qui lit le poème dans sa langue dise mais la traduction n'est pas bonne. Et donc moi j'ai traduit de la version française évidemment, je ne parle pas toutes les langues. Et donc,
Et du coup, ça pointe parfois des choix de traduction que font les traducteurs et qui, voilà, peuvent être sujets à discussion. Après, toute traduction est sujette à discussion. Et par exemple, une fois, il y avait cette phrase « Explique-moi ce que veut dire porter la nuit ». Porter la nuit. Oui. Explique-moi ce que veut dire porter la nuit. Mais je vais... D'accord. Et donc moi j'avais traduit avec porter dans le sens de, voilà, on porte quelque chose, et donc j'avais dû faire quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus très bien de la traduction que j'avais faite, mais enfin, il y avait ce signe de porter. Or, en italien, c'est la mémoire. Indossare, le mot dans le poème. Le mot italien, c'est indossare. Et donc, en fait, c'est s'habiller. Et pourquoi le traducteur a choisi porter, qui en français a des sens multiples, plutôt que s'habiller? Voilà. Mais c'était très intéressant que cette jeune fille pointe ce petit décalage voilà, dans la traduction. Et c'est une chose qui arrive très fréquemment voilà, dans ce travail qu'on fait en permanence de passage d'une langue à l'autre. Et donc ça a donné lieu l'année dernière à un petit livre multilingue. Et cette année, on est en train d'en préparer un deuxième. Voilà. Et alors l'autre travail, c'est avec des personnes qui sont handicapées cérébro-moteurs et une association qui s'appelle Les Arpenteurs, qui est sur Lyon. Et avec lesquels c'est pareil, on a fait ce travail. Alors là, la langue des signes est présente à un autre niveau, c'est plus le niveau de la langue, mais c'est une compréhension visuelle des choses pour des personnes qui souvent n'ont pas la parole au sens propre. Voilà. Et donc ça a donné lieu, alors ça c'est l'association des Arpenteurs qui a publié ce très très joli livre avec les éditions La Place du Vent. Il y a des textes écrits par ces personnes, des œuvres plastiques et des photos d'une photographe extrêmement sensible que j'aime beaucoup et qui s'appelle Laurence Outrebarbier, qui est sur Lyon également. Voilà. Donc celui-là, si ça vous intéresse, il peut être à vendre, ça aide l'association. Voilà. Je pense que nous avons le temps devant nous pour entendre peut-être vos réactions et vos questions encore. Je voulais savoir, par exemple, quand vous lisez vos poèmes, enfin, quand vous signez vos poèmes, vous les signez d'une certaine façon. Il y a toute la gestuelle. Est-ce que si un autre interprète des signes, signe votre poème, vous pouvez ne pas être exactement, ne pas ressentir la même, vous dire mais moi je l'aurais pas fait comme ça, dans la mesure où il y a quand même toute une interprétation en plus des signes eux-mêmes. Et est-ce que vous êtes plus en osmose avec certains traducteurs qu'avec d'autres? Alors c'est très intéressant comme question et ça touche à plusieurs choses. Alors, et on travaille beaucoup, là justement avec le labo, on travaille beaucoup sur cette question de la trace, de la transmission du poème, de sa traduction, enfin, comment on transmet la poésie en des signes. Donc, il y a en premier la question de la traduction. Évidemment que plusieurs personnes qui vont traduire un même poème ne le traduiront pas pareil. Ça, c'est systématique et quelle que soit la langue. La traduction, c'est multiple parce que
chacun ressent un poème forcément différemment. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, et qui elle est spécifique à la langue des signes, mais en même temps, quand on lit un poème à l'oral, on y met aussi une intention, un ton, etc. Moi, ça m'arrive d'entendre mes poèmes lus et de me dire, mon Dieu, parce que pour moi, ça change complètement le sens. Mais c'est le choix du lecteur ou de la lectrice, et voilà. Et donc, en langue des signes, ça va être un peu pareil. Il va y avoir des personnes qui vont, même s'ils reprennent la traduction qui a déjà été faite, vont forcément la signer différemment. Et il y a des choses qui sont très, très... Mais alors, ce qui est spécifique à la langue des signes et à la culture sourde, c'est que pour l'instant, c'est une chose qui se fait pas très très peu, de redonner en signe le poème de quelqu'un. Au point qu'il y a quelques années, j'avais participé à une lecture à la Maison de la Poésie à Paris. Donc, j'avais présenté un de mes poèmes en langue des signes qui avait été traduit par Marie Lamotte, dont je parlais tout à l'heure. Et donc j'ai présenté la traduction de Marie. Et après la présentation, un ami sourd qui était dans la salle m'a dit « Mais pourquoi tu as signé le poème de Marie ?» Le poème de Marie. En fait, il aurait fallu que je refasse ma propre traduction du poème. Et c'est intéressant parce que souvent dans les langues vocales, on ne parle pas du traducteur. Or, c'est vrai qu'un poème traduit, il est autant du traducteur que du poète d'origine. Et c'était intéressant cette question. C'est vrai que, d'une certaine façon, j'ai signé le poème de Marie. Et ça, c'est très très fort dans la culture sourde, beaucoup plus que dans les cultures entendantes. Et une autre fois, un poète, je posais la question à un poète sourd de savoir si ça arrivait qu'il transmette son poème, que d'autres personnes que lui le signent. Et il m'a répondu, tu veux dire qu'on me vole mon poème ? Voilà. Oui, c'était le sens de ma question. Est-ce que de façon générale, la famille Bélier a fait quelque chose de bien ou de pas bien par rapport à la langue des signes ? Alors, pour les personnes de culture sourde, ça a été une source de colère, de rage. Imaginez, pourquoi ils avaient choisi des acteurs qui n'étaient pas sourds ? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que c'est principalement parce qu'ils voulaient des vedettes, et parce que méconnaissance de la culture sourde, voilà. Et du coup, c'est vrai que, d'une part, pour les comédiens sourds, qui auraient pu, pour une fois, avoir un rôle, c'était très frustrant. Et d'autre part, la langue des signes qui est pratiquée, elle est assez approximative. Donc, voilà. Après, c'est un film qui, quand même, montre une certaine réalité des personnes sourdes. Qui a au moins le mérite de donner une visibilité à certaines choses, effectivement. Voilà. Il y avait un comédien sourd, le jeune garçon. Le jeune garçon, il était sourd, effectivement. C'est le seul de la film. Peut-être, hélas, terminer cette belle matinée. Je voudrais à la fois remercier Brigitte d'avoir répondu à notre invitation, la médiathèque du Tonkin et le collège du Tonkin qui nous accueillent dans ces murs aujourd'hui. Je remercie Karine une nouvelle fois pour son beau travail d'interprétation et je vous remercie de nous avoir accompagnés ce matin. Merci à vous.